Les soldats du feu à l'honneur en ce 1er mars, journée de célébration mondiale de la protection civile ici au Mali. À l'heure actif, plus de 28 000 interventions de mars dernier à ce jour, un résultat probant rendu possible grâce au concours des autorités de la transition et de la population. Une autre célébration en ce 1er mars, celle de la journée africaine de l'alimentation scolaire. C'est l'école fondamentale de Safo dans le cercle de Kati qui a abrité la 7e édition. Inauguration de cantines scolaires et remise de kits d'ustensiles au comité de gestion scolaire ont marqué la cérémonie. La chronique judiciaire de ce soir s'intéresse à la charte qui régit la transition. Un certain nombre de questions trouvent réponse avec Adama Djimde, à savoir quelle est la valeur juridique de la charte ou encore qui peut la réviser. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. Bonsoir. À la primature, cet après-midi, un conseil de cabinet s'est tenu au menu des échanges. L'évaluation du rapport du plan d'action gouvernemental pour la 2e fois et les résultats sont satisfaisants et le gouvernement maintient le cap. Pour plus de détails, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Il est au micro de Fousseini Tounkara. Vous savez, le plan d'action constitue la boussole du gouvernement et évite à ce dernier de sortir un peu de la voie qui a été tracée. Il s'agit d'une 2e évaluation du plan d'action du gouvernement. La première évaluation a eu lieu il y a quelques mois et a porté sur le 1er trimestre, c'est-à-dire le mois de juin, juillet et août. Et cette fois-ci, le rapport a porté sur les activités disons des mois de septembre, octobre et novembre. Et à l'issue de tout cela, ce que nous retenons essentiellement, c'est bien entendu une satisfaction, pour la simple raison, d'abord que le cap du gouvernement est bien maintenu, et avec un taux de réalisation des actions programmées de 87,10%, évidemment, nous pouvons dire que le bilan est satisfaisant et malgré les difficultés. En plus de cela, comme je l'ai dit, il est très important de dire que toutes les informations collectées dans ce rapport de suivi et évaluation, qui permettent de mesurer les progrès réalisés et d'apprécier les activités réalisées et non réalisées, sont des informations très utiles et surtout permet également au gouvernement de satisfaire à l'obligation de redevabilité que nous avons vis-à-vis de nos plus hautes autorités et vis-à-vis des populations. Vous savez, il y a des astuces, il y a des conseils qui ont été donnés ici et là, et surtout des instructions que le Premier ministre lui-même nous a données, afin d'aller vite et surtout en vue de trouver, disons, des alternatives pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous sommes le 1er mars, honneur aux soldats du feu en cette journée de célébration mondiale de la protection civile. Ici au Mali, à l'heure active, plus de 28 000 interventions de mars dernier à ce jour pour plus de 72 000 personnes assistées. Un résultat probant rendu possible grâce au concours des autorités de la transition et de la population. Le thème retenu pour 2022 est la protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre la pandémie. Nouhoum Sissoko, reportage. Conformément à sa mission de protection de la vie des personnes, de préservation des biens et de sauvegarde de l'environnement, les services de la protection civile ont effectué plusieurs interventions. La célébration de la Journée mondiale de la protection civile édition 2022 sous le thème la protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre la pandémie, est une occasion pour mesurer le chemin parcouru. En 2021, les unités de protection civile ont effectué 28 377 interventions, contre 23 200 en 2020. Au cours de ces interventions, 72 842 personnes ont été assistées et secourues. Le bilan humain enregistré est de 1497 morts et 34 924 blessés, avec une prédominance des accidents de la circulation
Les capacités opérationnelles de la protection civile ont été renforcées pour lui permettre d'accomplir efficacement sa mission. La Direction générale de la protection civile a bénéficié du 1er mars 2021 au 1er mars 2022 au plan des infrastructures. Le début des travaux de construction du nouveau site de l'École nationale de la protection civile. Le démarrage des travaux de construction du second centre de Kati et de celui de Nara. L'inauguration du centre de secours de Sanankourba, entièrement financé à hauteur de 110 millions par la mairie de la localité, et du poste de secours de Mourbabougou, également réalisé par la mairie de la localité. Le démarrage des travaux de construction du centre de secours de Koro, financé par le programme PARSEC. La construction en cours du poste de secours de Diboli. En ce qui concerne les acquisitions de matériel, il est à noter la réception de 52 ambulances, entièrement financées par le budget national, l'acquisition de 10 véhicules de liaison de type pick-up, simple cabine et 2 camions purificateurs d'eau, également sur le budget national. La donation par le projet Hydromètre de 5 ambulances médicalisées, 5 drones et un important lot d'équipements de communication. La réception d'un important lot de matériel moyen roulant et d'équipements offerts par la coopération française dans le cadre du projet 3 frontières, région de Gao, et du projet MENACA. La réception d'un lot d'équipements opérationnels offerts par la coopération monégasque. Ils peuvent en tout cas compter sur notre détermination sans faille à les accompagner, à faire en sorte qu'ils puissent monter en puissance en termes d'effectifs, en termes d'équipement. Je peux être leur porte-parole pour dire qu'ils font un bon travail et demander à la population de les assister, de les accompagner partout où ils voient la protection civile en train d'intervenir pour sauver des vies humaines. Un exercice d'assistance à un déplacé et un défilé des sections et unités de la protection civile ont marqué cette célébration de la Journée mondiale de la protection civile. D'une célébration à une autre, direction Safo, dans le cercle de Kati. Son école fondamentale vient d'abriter la 7e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire, développement de la nutrition et du capital humain en Afrique grâce à un investissement accru dans l'alimentation scolaire issue de la production locale. C'est le thème 2022. L'inauguration de la cantine scolaire de Safo et la remise de kits d'ustensiles au comité de gestion scolaire ont meublé la cérémonie. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur étaient présents. Ils avaient à leur côté les partenaires, à savoir la représentante du PAM, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali et Catholic Relief Service. Vanemba Keita, compte rendu. 7e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire, l'État et ses partenaires mettent à la disposition du comité de gestion scolaire de Safo une seconde cantine scolaire et des kits d'ustensiles. L'appui de l'État et de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali est vivement applaudi, à la fois par les autorités scolaires et politico-administratives de la région de Koulikoro. De l'adoption de la politique nationale de l'alimentation scolaire en 2009 à ce jour, plus de 2500 cantines scolaires ont été créées et qui profitent à 643 874 bénéficiaires, dont 46,93% de filles. Je suis dans un hameau de culture situé à 4 km de Safo. Les 3 enfants qui fréquentent l'école fondamentale de Safo font le trajet à pied, sans cette cantine scolaire et sans logeur. Ils seront obligés d'avoir des étudiants. Je remercie les autres. La difficulté, c'est surtout la compréhension des textes régissant l'alimentation scolaire et leur interprétation. Donc les défis majeurs que nous avons aujourd'hui, c'est la dissémination de ces textes, la formation des acteurs impliqués. L'alimentation scolaire à la base des produits locaux, socle de promotion nutritionnelle de l'enfant et facteur de développement durable, invite les communautés à la pérennisation du programme avec ou sans l'appui des partenaires. Grâce à l'argent que le PAM confie au comité de gestion scolaire, ceux-ci sont en mesure d'engager des achats auprès des petits producteurs locaux et proposer des menus diversifiés et nutritifs aux enfants.
Le PAM continuera d'appuyer les efforts du ministère de l'Éducation nationale en faveur de la réouverture des écoles et pour soutenir aux besoins alimentaires des enfants les plus vulnérables. Notre présence, mon collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et moi-même à ce grand rendez-vous, qui est à sa 7e édition, confirme la volonté du gouvernement de la transition de créer les conditions nécessaires à l'égal accès de tous les enfants à l'école à travers, entre autres, la généralisation progressive des cantines scolaires à toutes les écoles, tout en accordant une attention particulière aux écoles situées dans les zones les plus vulnérables. Un bond significatif dans la promotion de la nutrition en milieu scolaire ne saurait être atteint sans les 3 défis visés par le programme de l'alimentation scolaire, à savoir l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du projet de promotion des cantines scolaires endogènes, la poursuite du projet de nutrition à l'école et la dissémination du manuel de procédure de gestion des dites cantines. Sur un tout autre plan, dans le cadre de la refondation de l'État, le Mali aura bientôt un programme national d'éducation aux valeurs. Le projet est porté par le ministère de la refondation chargé des relations avec les institutions et pour mener à bien le processus, le département a mis en place un comité d'experts. Le dit comité chargé d'élaborer le programme national d'éducation aux valeurs vient de tenir sa toute première rencontre officielle et c'était avec les médiateurs traditionnels. Fousseini Tunkara nous en parle. Un document d'intérêt national est en gestation. Il s'agit du programme national d'éducation aux valeurs, une pièce maîtresse du processus de refondation du Mali, nourri par les autorités de la transition. Pour y parvenir, le ministère en charge de la refondation a mis en place un comité d'experts composé de toutes les sensibilités agissant sur la question. Le contexte actuel du Mali s'explique en grande partie par ce que nous avons appelé la dérive des comportements. La question fondamentale aujourd'hui d'avoir un programme national d'éducation aux valeurs est essentielle. Alors l'objet de ce comité d'experts, c'est donc d'élaborer ce programme pour conforter le processus de reconstruction du citoyen malien. Pour mener à bien le processus d'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs, le comité d'experts préconise à l'entame des séances d'écoute. Les médiateurs traditionnels sont les premiers à être consultés. C'est une symbolique très forte de commencer par les médiateurs traditionnels. C'est eux qui doivent nous dire quelle est leur vision de cette question, que faut-il faire aujourd'hui pour restaurer ces valeurs-là et comment les restaurer. Donc ce sont des questions que les médiateurs traditionnels sont les premiers peut-être sur lesquels ils sont les premiers à nous orienter. À la suite de cette première rencontre, le comité d'experts a dans son agenda toute une série de séances d'écoute des personnalités et des institutions afin d'aboutir à un document final. Fin des travaux du séminaire pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Issu du processus d'Alger, la rencontre vise essentiellement la relance de la mise en œuvre de l'accord. À lui Idrissa Maïga, Makandjakité, compte rendu. Cette rencontre, qui a regroupé les parties signataires de l'accord d'Alger, les partenaires du Mali et les représentants de la médiation internationale, vise à échanger sur les points de blocage de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, et favoriser sa relance. Mais cette fois, de la relance de manière vraiment efficiente. Parce que, en tant qu'observateur indépendant, nous avons souvent dit que les partis ont fait des routes qui souvent n'étaient pas réalistes. On constatait tout de suite que ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire dans 2 mois, dans 3 mois, après ce n'était pas fait. Maintenant, on a réfléchi à ça, comment améliorer la façon de faire. Pour les participants, une rencontre de ce genre est d'une importance très capitale. Cette rencontre a été vraiment positive, fructueuse. Il y a eu beaucoup d'échanges, de débats durant les 2 jours. Si on prend les résultats de cette rencontre, ça peut nous permettre vraiment de relancer, de redynamiser les processus et aller très vite. La majorité des participants ont trouvé que cela a rapporté quelque chose. Ensuite, j'ai noté aussi que vraiment les débats ont eu lieu dans une atmosphère vraiment sereine. Ce séminaire a été, selon les organisateurs, une occasion pour les participants de mieux réfléchir et faire des propositions pour rendre plus efficace la structure d'accompagnement de la mise en œuvre de l'accord.
À Mopti, ils se concertent. Il s'agit des membres du comité régional du cadre politique de gestion de la crise au centre et ses partenaires de l'aménagement et du PNUD. Ils s'informent sur le plan d'action du projet d'appui au cadre tout en échangeant sur le processus de réélecture et de validation de la stratégie nationale de paix et de stabilisation dans la région de Mopti. Daouda Djakiti, correspondance. Cette première rencontre du comité régional du cadre politique de gestion de la crise au centre vise à renforcer la coordination des actions dans la résolution de la crise et impulser une nouvelle dynamique au processus de stabilisation au centre. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la gestion de la crise soutenu par l'aménagement et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La finalité vise à stabiliser les régions du centre, à circonscrire cette crise qui a tant duré. Et nous avons de la substance pour cela. Les acteurs sont tenus aujourd'hui de performer sur les résultats déjà atteints. La rencontre est aussi l'occasion pour les acteurs concernés de s'informer sur le processus de relecture et de validation de la stratégie nationale de stabilisation et de pacification du centre en général et de Mopti en particulier. Le premier axe, c'est l'axe paix-sécurité. Le deuxième axe, c'est l'axe gouvernance et justice. Le troisième axe, c'est l'axe humanitaire et relèvement économique développement. Et le quatrième axe, c'est l'axe coordination et communication. Et ce document sera présenté au cadre politique sous la houlette du Premier ministre. Et enfin, il y aura un projet de texte. Rappelons que le cadre politique de gestion de la crise au centre a été créé en juin 2019 par le gouvernement du Mali pour l'apaisement du climat social et ramener la paix dans les régions du centre. Il est animé par le secrétariat permanent placé sous la présidence du Premier ministre. Suite de la mission du mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton à Sikasso, il était question d'élections dans le secteur. Nos envoyés spéciaux sont Valentin Roger Diallo et Idrissa Traoré. Le mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton à Sikasso. C'est dans le cadre d'une mission de redressement de la filière coton entachée par des élections organisées en 2020-2021. Face aux producteurs de coton venus des localités de Niena, Kigna et Klela, le message est clair. C'est les inviter à se préparer pour qu'on ait des élections inclusives, des élections transparentes, des élections libres, afin qu'eux-mêmes désignent les représentants qui vont parler à leur nom pendant les 5 prochaines années. Le chronogramme des élections va être défini à l'issue des tournées. Il me reste la zone de Kouchala et la zone de la OHVN à faire. Je peux dire que je suis satisfait. Les attentes étaient fortes. Les questions posées sont pertinentes sur la durée de mon mandat, sur les critères d'éligibilité, sur les éclaircissements qui concernent même la vie des coopératives. Les producteurs de coton de la région de Sikasso disent avoir pris bonne note du message du mandataire. Ils comptent le soutenir dans sa mission. Nous adhérons à sa mission. De retour chez nous, nous allons sensibiliser aussi les autres pour l'intérêt de tous. Auparavant, le mandataire et sa délégation avaient rendu visite aux autorités administratives et coutumières de Sikasso. Première session ordinaire du comité de pilotage du programme sectoriel croissance économique durable et inclusive au niveau de la région de Koulikoro au titre de 2022. Le compte-rendu de Djemba Moussa Konati. La construction de 12 banques d'aliments bétail de 40 tonnes chacune, des banques de céréales, la réalisation de parcs de vaccination et le financement des périmètres maraîchers, ce sont là quelques interventions de l'Agence belge de développement ENABEL dans la région de Koulikoro en 2021. Cette session du comité de pilotage du programme sectoriel croissance économique durable et inclusive CEDI vise à présenter ses résultats et à approuver la programmation opérationnelle et financière au titre de 2022. Les résultats atteints sont très satisfaisants. Maintenant, il reste pour l'année 2022. Le montant total pour l'année qui reste s'élève à 1 815 000 euros, soit 1 190 millions de francs CFA. Je souhaite que le Royaume de Belgique réserve une suite favorable à ce programme, notamment pour la consolidation des acquis actuels au niveau du pastoralisme, de la promotion des filières animales et de la sécurité alimentaire.
Les programmes sectoriels mis en œuvre dans les cercles de Banamba, Dioula, Kolokane et Nara comprend 2 volets. Le premier porte sur l'appui au renforcement de l'élevage et de l'économie pastorale. Quant au second, il s'articule autour de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Le programme est financé à plus de 9 milliards de francs CFA par l'Agence belge de développement. Le projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement a tenu son 2e comité de pilotage financé par l'Agence italienne de développement. Les activités du projet portent sur la restauration des terres dégradées à travers des actions de reboisement et la promotion de la gomme arabique. Mamadou Fane nous en parle. Le projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement est une initiative présidentielle. Son objectif est de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations des régions de Caille et Nioro du Sahel. Après plusieurs mois de mise en œuvre de ce projet, les membres du comité de pilotage du dit projet se réunissent pour la 2e fois pour faire le point de mise en œuvre des activités. Depuis le lancement officiel du projet le 22 mars 2021, la mise en œuvre des activités a enregistré des avancées concrètes, parmi lesquelles l'identification de 2 sites pilotes dans les régions de Caille et de Nioro, la réalisation d'un forage équipé à Caille, la mise en place d'une coopérative au niveau d'un site pilote, l'acquisition de matériel logistique, véhicules, motos et vélos, etc. Au plan financier, le taux de décaissement reste certes encore faible. Cette tendance s'inversera avec la réalisation de gros investissements pour les aménagements agricoles. La rencontre représente l'occasion pour analyser les activités entamées en 2021, identifier les solutions immédiates pour résoudre les problèmes rencontrés au cours de l'année passée et bien planifier les activités de l'année 2022. Mais c'est à partir du juillet passé que le projet a connu une véritable accélération. Ce comité de pilotage permettra à la Brigade verte de marquer une nouvelle approche dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la désertification dans les régions de Caille et Nioro du Sahel. 2e session du comité de pilotage du projet dénommé Gestion communautaire des ressources naturelles qui résout les conflits, améliore les moyens de subsistance et restaure les écosystèmes dans l'ensemble de l'aire de répartition des éléphants. Valentin Roger Diallo pour plus de détails. Les objectifs de ce projet sont de protéger les éléphants du Mali dans les sites clés tels que le Gourma et d'améliorer les moyens de subsistance des communautés locales afin de réduire les dégâts des éléphants sur les communautés et qu'en retour, elles puissent protéger ces éléphants. Pour cela, le projet a mis en place 4 composantes parmi lesquelles la protection des éléphants du Gourma contre le braconnage, la gestion communautaire des ressources naturelles dans l'habitat de l'éléphant du Gourma. En fonction de la situation sécuritaire de la zone, ça a nécessité une réévaluation des risques. Sur cette base-là, il y a un certain nombre de mesures de sauvegarde environnementale qui ont été mises en place. Et on a mis en place aussi une stratégie par rapport à la prise en compte du genre au niveau du projet. La brigade anti-braconnage, son fonctionnement est aussi assuré aujourd'hui par le projet. Le gouvernement, pour magnifier toutes ces questions, a voté la loi sur la biosphère du Gourma en décembre 2021. Et cette loi quand même préserve un certain nombre d'événements et d'activités sur lesquels le gouvernement entend se positionner auprès des partenaires techniques et financiers afin que plus jamais cette réserve puisse être conservée pendant longtemps. Les résultats escomptés au terme de la rencontre sont entre autres l'augmentation du nombre d'éléphants dans le Gourma, 0 abattage d'éléphants, la diminution de la déforestation. 19e session ordinaire du Conseil d'orientation du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali. Les administrateurs sont appelés à examiner le programme d'activité 2022, nous dit Baraki Sawatara. En tant que centre de référence national dans le domaine de la réadaptation et de la rééducation fonctionnelle, le Centre national d'appareillage orthopédique du Mali ne cesse de se hisser à hauteur de sa mission afin de donner le sourire à ses nombreux usagers. Nous avons pour la consultation atteint les résultats de 98%. Pour la séance de rééducation, nous avons dépassé l'objectif, nous avons atteint 113%. Et pour l'appareillage, nous avons atteint également 130% de l'objectif. Et par rapport à la prise en charge de Thiébaut,
Donc nous avons atteint 51%. Au titre de l'année 2022, le projet du budget du centre est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de plus d'1 milliard de francs CFA, soit une augmentation de 19,44%. Dans ce budget, 1 milliard 031 millions 386 000 reviennent à l'État, soit 82,74%, et 215 millions 117 436 autour des ressources propres, soit 17,26%. Malgré les acquis, le centre est confronté à certaines insuffisances comme l'absence d'orthophonistes et d'ergothérapeutes, les charges salariales du personnel contractuel trop élevées. Comme perspective, le centre prévoit le démarrage des activités de son bloc opératoire. L'hôpital régional de Tombouctou vient de clore la 17e session de son conseil d'administration. En dépit des crises qui traversent le pays, l'hôpital a enregistré des résultats très satisfaisants selon les administrateurs. Nadim Babassi, Maouloud Tandina, correspondance. Malgré la crise sanitaire et politique que vit notre pays, l'hôpital régional de Tombouctou a engrangé des résultats appréciables en termes de mobilisation de ressources et de réalisation courant l'exercice écoulé. Cette structure de deuxième référence a réalisé 27 598 consultations, 2 922 hospitalisations à travers ses différents services. Les activités ont pu être réalisées à souhait d'autant plus que tous nos taux de réalisation sont autour de 100 ou au-delà de 100%. Aujourd'hui, le personnel de l'hôpital est pris en charge à 65% sur les fonds propres de l'hôpital. Donc c'est difficile, il y a un manque de spécialistes, il y a un manque de certains équipements. L'État est en train de démarrer très bientôt un grand projet de modernisation et de réhabilitation de l'hôpital de Tombouctou qui est financé sur fonds koweïtiens en hauteur de $10 millions. Donc le projet est à la phase finale. Nous espérons d'ici 1 mois ou 2 mois le démarrage de ce projet qui fera vraiment le bonheur des populations de Tombouctou. Les défis sont multiples pour 2022 avec un budget de plus de 838 millions de francs CFA contre 733 millions en 2021. Ils seront axés sur le rehaussement du plateau technique, le renforcement du personnel dans ces différentes spécialités. Nous allons œuvrer à ce que les soins déjà disponibles soient de meilleure qualité et que notre grande ambition, notre souhait, c'est de voir notre hôpital flambant neuf qui va nous permettre encore d'être à la hauteur pour gérer l'ensemble de la population des régions de Tombouctou, de Taoudeni. Auparavant, les administrateurs avaient procédé à l'état de mise en œuvre des recommandations de la session précédente. Le président du conseil d'administration et la délégation nationale ont laissé entendre que l'hôpital est à féliciter pour son efficacité et sa promptitude dans ses interventions. Renforcement de la vaccination, lutte contre la maladie à coronavirus. Ce 1er mars, on fait le point ensemble. Nous avons 2 cas positifs, 20 guéris, 0 décès, 64 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Démarrage à Kita du projet renforcement des mécanismes de protection en lien avec l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, incluant les violences basées sur le genre, financé par le projet Médecins du Monde Belgique pour plus d'1 milliard 443 millions de francs CFA. Sa mise en œuvre est exécutée par l'équipe de recherche et d'appui pour le développement. Le projet couvre 39 SESCOM de la région de Kita, nous précise Mahamadi Alioubari Nouhoum Kamara. Renforcement des mécanismes de protection en lien avec l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, incluant les violences basées sur le genre pour les populations en situation de vulnérabilité. C'est l'intitulé d'un projet dont les activités viennent d'être lancées dans la région de Kita. Ce projet va beaucoup nous aider à améliorer la situation sanitaire, sociale, économique de certaines couches vulnérables au niveau de la région. Pour un montant de plus d'1 milliard 443 millions de francs CFA, ce projet vise à contribuer à la protection et à la réduction de la morbidité des populations dans les 39 centres de santé communautaires de la région de Kita, en situation de vulnérabilité, des femmes et adolescents ainsi que des survivants des violences sexuelles. Avec ce projet, on veut rentrer dans la région de Kita en donnant les supports surtout aux femmes et aux enfants. Et on parle des violences sexuelles, on parle des supports à l'hygiène menstruelle, on parle surtout des supports à jeunes filles. Et le support sera un support par rapport à la santé,
et par rapport à la protection. On peut accompagner les changements qui peuvent protéger un peu mieux les populations les plus vulnérables. Il est extrêmement important pour une région qui démarre comme la nôtre d'avoir des partenaires sur lesquels elle peut compter. Et cette chance que nous avons d'avoir MDM Belgique ici, pour la région de Kita, est à saluer. C'est pour cette raison que nous avons tenu à être là à ce lancement et à encourager et les bénéficiaires et les différents partenaires à accompagner MDM Belgique dans la réalisation de ce projet. Financé par le projet Médecins du Monde Belgique et mise en œuvre par l'équipe de recherche et d'appui pour le développement, il dure 2 ans, couvre les 39 CESCOM de Kita et touchera 76 347 bénéficiaires. Barani Yiriwa, entendez par là travail et développement. C'est le nom du projet qui vient justement de remettre des équipements à des jeunes apprenants des communes de Kambila, Yelekebougou et de Kati. Ibrahim Kaoukounate Aboudjara était sur place. Le projet Barani Yiriwa, travail et développement, est le fruit du partenariat entre les ONG maliennes Tonus et italiennes Tamat. Il vise à former les jeunes scolarisés ou non scolarisés sur les opportunités d'emploi existantes dans le cercle de Kati. Il intervient au bénéfice des jeunes dans les communes de Kambila, Yelekebougou et Kati afin de contribuer à leur insertion socio-économique. L'objectif global est de soutenir le développement socio-économique et la création d'emplois pour les Maliens, les réfugiés, les demandeurs d'asile, les déplacés internes, les migrants, les apatrides, résidant dans le cercle de Kati. Ils sont au total 26 bénéficiaires qui ont été formés pendant 6 mois en menuiserie métallique et en plomberie. Chacun a reçu une attestation de formation et un kit de matériel de pointe de son domaine respectif. Le projet voulait attendre à impliquer les Maliens afin de les sensibiliser et de les informer des risques de la migration irrégulière, des alternatives légales et des opportunités économiques existantes dans leur pays à partir d'une approche multipartite. Au nom de tous les bénéficiaires, je dis merci à Tonis et à Tamat de nous avoir formés en plomberie et en menuiserie métallique. Ces efforts nous permettront d'avoir une perspective d'avenir. La formation et l'accompagnement des jeunes apprenants constituent un apport significatif à cette volonté de l'État. Ce geste en est un témoignage frappant. Le projet Barani Yiriwa contribue efficacement à la réduction du risque de l'immigration irrégulière des jeunes et des femmes dans le cercle de Kati. Un reportage de Ibrahim Kaoukonate qui avait comme caméraman Abou Kone. La chronique judiciaire de ce numéro nous pose un certain nombre de questionnements sur la charte qui régit la transition. Quelle est sa valeur juridique au regard du droit? Qui doit prendre la décision de la réviser? Ou encore, quelles sont les principales innovations à apporter là-dessus pour éviter le vide juridique? Réponse avec Adama Djimdi. La charte est un document juridique qui complète la Constitution, la loi fondamentale de notre pays. Cette charte prévoit comme organe de la transition le président de la transition, le Conseil national de la transition et le gouvernement. Avec la rectification de la transition, sa durée se révèle intenable au regard des réformes indispensables initialement retenues, d'où la nécessité de la réviser. Qui doit prendre cette décision lourde du point de vue droit? L'initiative doit venir soit du président de la transition ou soit des membres du Conseil national de transition. Et on voit bien que l'initiative est du président. Il faut que le texte soit adopté aux 4/5 des membres du Conseil national de transition. Et si c'est le cas, il faut que le texte soit promulgué par le président de la transition. Voilà les 3 conditions contenues à l'article 121. Cette révision vise à procéder aux ajustements nécessaires et permettre ainsi sa mise en œuvre efficiente et l'atteinte des objectifs de la transition. Quelles sont les modifications apportées en termes d'innovation? La suppression du poste de vice-président, puisque vous le savez, le poste de vice-président, il intervient dans les domaines de la sécurité et de la défense. Il a été dit que ce poste fait qu'il y a empiètement entre le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense et le vice-président. En supprimant les postes, on permet à ces 2 ministres de recouvrir la plénitude de leurs attributions dans leurs domaines respectifs. L'élargissement du Conseil national de transition, l'élargissement permet de gagner en termes d'inclusivité. La taille du gouvernement qui saute et enfin, comme on vient de dire, la durée de la transition qui pose également problème aujourd'hui. Il est impérieux de modifier la charte
pour qu'on ne puisse pas tomber dans ces vides juridiques et bien sûr pour prendre en charge la rectification de la transition. À cela s'ajoute l'adaptation de la durée de la transition conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Dans quelles conditions la charte peut-elle avoir les mêmes valeurs au regard du droit? Dans le cas espèce, elle est devenue une norme juridique, puisque, comme on vient de vous dire, elle complète notre Constitution. Et tous les textes qui sont adoptés par le Conseil national de la transition sont des textes qui obéissent au respect d'abord de la charte. La charte encadre juridiquement les 3 premières institutions de la République du Mali. Donc le président, le gouvernement et le Conseil national de transition. Toutes les autres institutions sont prises en charge par la Constitution. Et même à ce niveau de ces 3 premières institutions, la charte nous dit que tout ce qui ne se trouve pas dans la charte, il faudra aller le chercher dans la Constitution. Alors à partir de cet instant, notre charte à nous, ici au Mali, a une valeur juridique égale à celle de la Constitution. Pendant la transition, ce sont la charte et la Constitution qui font office de loi fondamentale au Mali. Lecture ce communiqué numéro 14 de l'état-major général des armées. Les forces armées maliennes continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus fébriles. Cependant, ils disposent des capacités de nuisance reposant désormais sur la pose des engins explosifs improvisés EEI, les tirs indirects et récemment des civils pris comme boucliers humains. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion et des forces armées maliennes que maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leur sanctuaire dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui. L'opération est juste là couronnée par un franc succès malgré les poses d'engins explosifs improvisés et d'embuscades auxquelles les forces armées maliennes réagissent vigoureusement et infligent de lourdes pertes aux groupes armés terroristes. Depuis le dernier communiqué en date du 22 février 2022 faisant état des activités de routine, les FAMA intensifient des actions de recherche, de renseignement et de contrôle de zone, particulièrement au centre et au sud du pays. Les actions majeures enregistrées la semaine écoulée se résument comme suit. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, les unités FAMA ont continué les missions de sécurisation des personnes et des biens dans les localités sur les routes nationales 16, 17 et 20. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, suite aux opérations de sécurisation des FAMA du 24 au 28 février 2022 dans les zones d'Alatuna, Nyono, Bandiagara, Bankas, Mandoli et Koro, la situation sécuritaire est calme mais imprévisible à cause de la pose des engins explosifs improvisés très élevés et le harcèlement des populations par des équipes de 2 à 4 terroristes. Cependant, la peur a changé de camp. L'ennemi est en fuite vers les frontières ou en dissimulation dans la population. Le bilan fait état d'un véhicule FAMA touché par un EEI, 8 terroristes neutralisés, 3 bases démantelées, 7 suspects arrêtés, 3 EEI détruits, 2 AK-47, 45 téléphones, 3 détonateurs, 3 batteries de mise en œuvre d'EEI récupérées. Par ailleurs, les opérations menées par les FAMA dans la région de Tombouctou ont permis d'interpeller dans la journée du 27 février 2022 à Niafunké 4 présumés terroristes, dont un logisticien, tous mis à la disposition de la gendarmerie. 3 des 4 interpellés ont affirmé leur appartenance à un groupe terroriste. En zone sud, lors des missions de patrouille dans la zone de Kinya, région de Sikasso, 5 présumés terroristes ont été interpellés et mis à la disposition de la gendarmerie nationale. Les unités FAMA dans la zone de Nara poursuivent leur mission de contrôle de zone et de sécurisation des personnes et des biens. L'état-major général des armées informe les populations que la semaine a été très éprouvante pour les groupes armés terroristes. Les engins explosifs improvisés et découverts et neutralisés ont permis à nos forces d'avancer vers l'ennemi et d'interpeller plusieurs d'entre eux. Ces groupes armés, face à un rapport de force défavorable, ont décidé d'éviter tout contact avec les forces armées maliennes. L'état-major général des armées rassure que les actions de recherche, du renseignement, de surveillance, de poursuite et de neutralisation des terroristes se poursuivront inéluctablement pour le retour de la paix et de la quiétude.
Fin du communiqué. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Grand merci à nos téléspectateurs de Kambila, Yeleke-Bougou et de Kati. La météo juste après moi. Combien de degrés fera-t-il? Abdoulaye Keïta nous le dira. Mais attention, il commence à faire chaud. Faites boire les enfants et les personnes âgées. À demain. Excellente suite des programmes en notre compagnie.